Ave Maria, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu qui a préparé dans le cœur de la Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint, accorde-nous par son intercession de devenir le temple de ta gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Esprit Saint, accompagne-nous tout au long de cette émission, toute notre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on peut se réjouir que les pluies soient bien installées partout sur le territoire national. Cela ne doit pas nous faire perdre de vue que nous avions passé environ 1 mois et demi à les attendre. Pendant ce temps, nombreux sont les producteurs qui ont profité de quelques gouttes qui sont tombées de façon éparse pour semer. Ils ont dû faire face à la poche de sécheresse qui a duré de mars à mi-mai. C'est une des manifestations des changements climatiques. Quand en 2010 plutôt, les populations des zones lacustres du Bénin, Soava, Gambier, etc., ont dû affronter la montée vertigineuse des eaux. C'est aussi une autre forme de manifestation des changements climatiques. On peut en citer beaucoup d'autres. Le problème est que cela perturbe les activités quotidiennes, le calendrier agricole par exemple, et dans des cas extrêmes, cela entraîne des déplacements de population. En quelque sorte, c'est un fléau face auquel l'homme est presque toujours impuissant. Que faire alors? Pour en parler, parole aux acteurs de ce jour dont le thème est changement climatique et production agricole, reçoit pour vous M. Saïd Nkponou. Il est ingénieur agroéconomiste, directeur exécutif de l'ONG Initiative pour un développement intégré durable, IDID. Avec lui, nous allons aborder diverses questions liées à ces fléaux que sont les changements climatiques et comment y faire face. Voilà le décor. Chers amis auditeurs et auditrices, vous connaissez le principe de cette émission. Dans 45 minutes, vous pourrez nous appeler pour intervenir directement dans l'émission. Les numéros pour nous joindre sont 95 28 52 52, 97 38 37 37. Je remercie au passage tous ceux qui ont déjà réagi sur Facebook et tous ceux et celles qui nous ont envoyé leurs préoccupations par mail. Chers amis auditeurs, je regrette de ne pas pouvoir vous offrir des résumés en fond. L'invité de ce jour n'est pas un bon locuteur fond et comme vous le savez, mon fond à moi n'est pas très agréable. Ce n'est que partie remise. C'est parti maintenant pour 1h30 de débat. Bonne position d'écoute. Parfois les mots, les chaises pèsent encore plus lourd que les sacs précédents commis dans le passé. Pour certains la vie c'est pire qu'un film au noir et blanc. Et pour d'autres un film sans action mais débordant d'amour et de sentiments. Comment suivre Dieu et ce monde à la fois, cela est impossible. Éloigne-toi du péché afin que le puisse pas prendre racine. Alors, monsieur Saïd Nkponou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Qu'est-ce qu'on peut entendre par changement climatique? Quelles sont ces manifestations, concrètement? Bonsoir, chers auditeurs, auditrices. D'abord, je voudrais vous remercier pour cette opportunité à moi offerte pour échanger un peu avec nos populations. En fait, pour parler terre à terre, en parlant du climat, vous savez, pour que tout le monde puisse comprendre, nous avons un certain nombre de paramètres qui nous permettent de savoir que tel climat est chaud,
tel climat est froid, etc. Donc quand on parle aujourd'hui de changement climatique, c'est que le climat qu'on vivait à une époque donnée a changé. Et quand vous observez aujourd'hui un peu partout, au Bénin, comme un peu ailleurs, on a remarqué, tout le monde remarque d'ailleurs, qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui ne se produisaient pas, qui se produisaient. Donc c'est de ça qu'il est question. Notre climat a effectivement changé. Donc on parle de changement climatique quand les scientifiques ont observé sur au moins une centaine d'années que les paramètres qui caractérisent le climat de la Terre d'une façon globale ont changé. Donc la moyenne de ces paramètres-là s'est déplacée. Ça veut dire que nous sommes entrés dans une nouvelle moyenne, dans une nouvelle époque où le climat actuel est complètement différent de l'autre. Pour être plus concret, pour que les auditeurs nous comprennent mieux, au sud ici au Bénin, nous avons 2 saisons de pluie et une saison sèche ou bien une courte saison sèche et puis une autre grande saison sèche. Depuis toujours, cela a été comme ça. Qu'est-ce qui a véritablement changé dedans? Tout à fait. Avant de revenir à l'échelle locale, d'abord, quand on parle de changement climatique d'une façon globale, on voit généralement un certain nombre de paramètres. Oui. D'abord, la température de la Terre a changé. C'est de ça qu'il est question. Donc, il y a le groupe intergouvernemental d'évaluation du climat qui a produit son premier rapport depuis 1990. Ensuite, le deuxième en 1995, le troisième en 2001, le quatrième en 2007 et le dernier est en train de sortir. Il y a un groupe qui a déjà produit un rapport par rapport à l'adaptation, la vulnérabilité et autres. Donc, on est au 5e rapport aujourd'hui. Et chaque rapport a fait état du fait que le climat de la Terre a augmenté de plus 1 et les tendances aujourd'hui vont à plus 2 d'ici 30-50 ans. Okay. Donc c'est de ça qu'il est question. Il y a également l'élévation du niveau de la mer. Le niveau de la mer, d'une façon générale, a augmenté. Quand on prend de façon générale le globe terrestre, nous avons comme troisième paramètre tout ce qui est fonte des glaciers. Vous savez que l'eau, d'une façon plus abondante au niveau de la Terre, est stockée au niveau des Arctiques, au niveau des glaciers. Donc on a remarqué justement que depuis une centaine d'années, cette eau-là est en train de fondre. Donc la glace, la couverture neigeuse est en train d'être réduite. Donc voilà un peu, de façon résumée, les 3 paramètres qui permettent effectivement de dire, aux scientifiques de dire aujourd'hui que quand on prend le climat général de la Terre, qu'il a changé. Et les tendances, ce qui fait peur justement, c'est que les tendances par rapport à un futur proche prévoient que si la température de la Terre continue d'augmenter à ce rythme-là, on aura beaucoup plus de problèmes par rapport justement à nos climats au niveau local. Et donc pour venir maintenant au niveau local... Parlons-en maintenant. Voilà. Au Bénin, de façon globale, nous avons 3 tendances climatiques. Le sud, où nous avons généralement 2 saisons sèches, 2 saisons pluvieuses. Le centre, où certaines années, c'est la zone de transition. Certaines années, on a 2 saisons pluvieuses, certaines années, on a 1 saison. Et le nord, tout le monde le sait, c'est 1 saison pluvieuse, 1 saison sèche. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que personne ne peut plus dire quelle est réellement la répartition dans le temps de la pluie. On est d'accord. Tout à l'heure, au début de l'émission, vous l'avez dit, il y a des producteurs qui ont commencé à semer parce que la pluie a commencé. Et subitement, la pluie s'est arrêtée. Donc, c'est de ça qu'il est question. Notre climat au niveau du Bénin est complètement perturbé, est complètement bouleversé. Et quand vous voyez, ça c'est par rapport au climat, au niveau de l'agriculture. Regardez ce qui se passe au niveau de la mer également. Puisque j'ai parlé comme paramètre, j'ai donné comme paramètre tout à l'heure l'élévation du niveau de la mer. Voilà. Donc, la forte érosion, l'accentuation de l'érosion au niveau de la berge de Cotonou, Ouida, Grand Popo également est due à cette élévation globale du niveau de la mer. Nous avons également l'apparition d'un certain nombre de phénomènes extrêmes, dont notamment les inondations au Bénin. Ça, c'est pour venir. Vous avez vu le cas de 2010 ? Oui, bien sûr. Nous avons eu, globalement, 55 communes sur les 77 que compte le pays qui ont été inondées. Et aujourd'hui, il y a des zones qui n'ont jamais connu d'inondation et qui connaissent des inondations très sévères. Donc voilà un peu au niveau local les manifestations qu'on remarque. Oui, pour encore parler de cette
de cette répartition des saisons. Est-ce qu'au Bénin, il est déjà arrivé qu'on passe une saison entière de culture sans pluie? Pas du tout, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de pluie en un laps de temps et nous observons une très mauvaise répartition de la pluie. Or, vous savez que les producteurs avaient une manière, comment je vais dire, par rapport à la répartition de la pluie, ils savaient à quoi s'en tenir au début et à la répartition dans le temps. Les pluies durent généralement 2 mois et demi, etc., qui permettent de faire la culture. Mais aujourd'hui, on tend vers un raccourcissement en termes de nombre de jours de pluie. Quand bien même en termes de hauteur de pluie, c'est pratiquement la même chose. Donc on ne peut pas parler de diminution de la hauteur de pluie, mais on parle de diminution beaucoup plus du nombre de jours de pluie. C'est ça qui fait qu'il pleut plus en un laps de temps. Ça, c'est le premier paramètre. Le second, c'est qu'au lieu que les pluies ne s'étalent durant un certain nombre de temps, elles s'estompent et reprennent. D'où l'apparition des périodes de sécheresse, qui rendent maintenant difficile l'anticipation en termes d'anticiper sur le stress hydrique de la culture. Voilà. Tout ça doit avoir des conséquences sur l'agriculture. Nous allons en parler tout à l'heure. Au jour de ma faiblesse, je me tiendrai encore au-delà des difficultés. Si nous voulons changer le monde, nous devons commencer par nous-mêmes. Si nous voulons changer le monde. Chers amis auditeurs, nous sommes en direct de la radio Immaculée Conception d'Alada et le débat en cours, c'est la question des changements climatiques avec comme invité M. Saïd Onkpono de l'ONG IDID. Dans quelques minutes, vous pourrez nous appeler au 95 28 52 52 ou au 97 38 37 37 pour intervenir dans le débat et éventuellement poser des questions à notre invité. Monsieur Saïd Onkpono, quels sont les effets, puisque nous allons parler de manifestation des changements climatiques, quels sont les effets que cela produit sur notre système agricole au Bénin? Oui, d'abord, avant d'aborder le système agricole, je dois dire qu'aujourd'hui, les changements climatiques touchent tous les secteurs d'activité. Ça, c'est clair, oui. Sans exception. Ça, c'est clair, oui. Quand je prends le secteur agricole, le tout premier, c'est qu'il y a un bouleversement du calendrier agricole. Figurez-vous que notre calendrier agricole a été calqué depuis les années 118. D'accord? Et donc aujourd'hui, par rapport au décalage saisonnier que l'on rencontre, ce calendrier n'est plus du tout adapté. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons également les variétés culturelles. À droite, à gauche, quand je parle de à droite, à gauche, par rapport aux 3 tendances climatiques que j'ai citées tout à l'heure. Donc aujourd'hui, cette variété-là, dans une large mesure, ne sont plus adaptées, puisque on a parlé de raccourcissement du nombre de jours de pluie. Voilà. Nous avons ensuite tout ce qui est phénomène extrême climatique, donc notamment les inondations. Vous savez, quand l'inondation survient, c'est perte de culture totale. Alors que dans les autres cas, les périodes de sécheresse, par exemple, la mauvaise répartition de la pluie, ça entraîne la baisse des rendements. Oui, oui. Voilà. Nous avons également tout ce qui concerne aujourd'hui les pratiques agricoles. Aujourd'hui, les pratiques agricoles ne sont plus adaptées, puisqu'il y a une accélération de la dégradation des terres. Donc, il faut forcément, vous savez que la terre est le support justement de la culture, donc il faut forcément développer de nouvelles techniques pour vraiment restaurer cette fertilité-là. C'est vrai que le problème de la fertilité du sol était toujours un problème qui se posait tout le temps quand on parle de production agricole, mais aujourd'hui, étant donné que la dégradation s'est accentuée, il faut vraiment développer de nouvelles pratiques. Donc, en termes clairs, nous avons une baisse de la productivité agricole, donc corrélée avec les pertes des récoltes dues aux inondations et autres, et donc pas corollaire directement l'insécurité alimentaire qui un peu est en train de s'accentuer dans certains villages.
Insécurité alimentaire, oui, c'est le mot. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à cette situation? Oui, Parce que quand on passe de mauvais rendements, ou sinon même de perte carrément de récolte, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, je crois que le but de notre justement échange, c'est ça. C'est-à-dire que il faudrait pas dans un premier temps, la première chose, ne pas considérer les changements climatiques, le changement de notre climat, pour revenir en termes clairs, comme étant une fatalité. Ah, d'accord. Pas du tout. Le climat en tout temps a toujours changé. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le rythme auquel ce climat est en train de changer. Ce qui fait que tout le monde est surpris. Et on se dit que bon, c'est dû au fait que la nature s'est fâchée et autres, tout ça. Et on prend ça comme une fatalité. Donc la première chose, c'est une prise de conscience que effectivement nous avons de nouvelles données climatiques. Et donc il faut développer de nouvelles stratégies, de nouvelles pratiques agricoles pour y faire face. Oui. Quelles sont, par exemple, ces pratiques qu'on peut développer, par exemple? J'ai parlé tout à l'heure de calendrier agricole non adapté. Donc, Oui. il faudra que la recherche mette au niveau, à la disponibilité, à la disposition des communautés, des agriculteurs, un nouveau calendrier agricole adapté aux nouvelles conditions climatiques. Est-ce que la recherche est dans cette synergie d'action avec les chercheurs, ceux qui s'occupent de l'environnement, de ces questions de changement climatique? Est-ce que la recherche est en synergie? Oui, je crois qu'aujourd'hui, il y a une mobilisation internationale et une mobilisation nationale. C'est vrai que les choses n'évoluent pas comme on le veut, mais on ne peut pas dire que la recherche ne fait rien, pas du tout. Mais on aurait aimé, par rapport à la manière dont les besoins se font sentir au niveau local, que vraiment, véritablement, notre recherche agricole s'accélère et prenne le pas. Nous avons également, en termes de ce qu'on peut faire, les nouvelles cultures, les nouvelles variétés culturelles, mieux adaptées. Nous avons des pratiques agricoles également qu'on doit revoir. Je parlais de restauration de la fertilité des sols et autres, donc tout ce qui est option GIFS, option la gestion intégrée de la fertilité des sols. Oui. Et l'élément fondamental sur lequel je voudrais insister quand on parle de l'agriculture béninoise, c'est la maîtrise de l'eau. Je crois que pour faire face au changement climatique, on a beau tourner à droite, à gauche. Si nous ne maîtrisons pas l'eau au profit de la plante, on va passer à côté. Parce qu'on ne peut plus attendre aujourd'hui Dame Nature. Vous savez, les changements climatiques ont fait que la variabilité saisonnière est devenue très forte. Donc, à défaut de faire des prévisions saisonnières de haute qualité qui permettent aux producteurs de dire voilà, d'ici une semaine, d'accord, la pluie va se répartir de telle façon, ou bien même déjà en début de saison pluvieuse, voilà quand est-ce que les pluies vont effectivement commencer. À défaut de ça, il faut vraiment qu'on maîtrise l'eau. Et les potentialités pour le faire existent. Il y a, je dis ça entre parenthèses, il y a Madame Maouna Estelle qui a fait qui a soutenu sur le thème variabilité climatique et activité agricole, qui a préconisé qu'on passe à l'irrigation par inspection goutte à goutte, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est une solution, une des solutions? Oui, tout à fait. Par exemple, c'est pas pour faire de la publicité. Actuellement, nous sommes en train de développer un projet au niveau de Savalou. Vous savez que Savalou a un problème créé en matière de maîtrise de l'eau. Donc, ce que nous sommes en train d'expérimenter avec les producteurs, c'est l'irrigation goutte à goutte. Ça permet effectivement d'économiser de l'eau. D'abord, de mobiliser le peu d'eau là qui tombe et donc de rationaliser son utilisation au niveau de l'agriculture. La maîtrise de l'eau, ça doit coûter cher quand même, hein. Pour l'agriculteur, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un investissement lourd au départ. Sur un hectare, il faut environ 2 500 000 à 3 millions de francs CFA. Vous croyez que ce n'est pas la portée des producteurs? Oui, j'en suis conscient. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, ça c'est ce qu'il faut. Réellement, si nous voulons aller au-delà. Et vous êtes d'accord avec moi que l'agriculture n'est pas faite seulement par les petits producteurs. Oui, d'accord. Donc nous avons d'autres options. Mais ça, ils sont majoritaires dans le ça, c'est système. par rapport à l'irrigation goutte à goutte. Okay. Mais le plus important ici, c'est de pouvoir maîtriser l'eau. Oui. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des bas-fonds qui existent. Malheureusement, qui sont en train d'être comblés pour l'érection d'infrastructures. L'eau est là, personne ne pense à comment valoriser cette eau-là
pour l'agriculture. Donc, en dehors de l'irrigation goutte à goutte, on peut faire de l'irrigation simple. L'irrigation d'appoint, comme on le dit chez nous, qui est à la portée des petits producteurs. C'est-à-dire que vous avez la source d'eau, il y a une motopompe, et donc vous apportez l'eau au moment où la période de sécheresse survient. Voilà, ce n'est pas l'irrigation à plein temps durant le cycle de la culture. Puisque le problème qui se pose, qui favorise ou qui entraîne plutôt la baisse des rendements, c'est quand la plante subit un stress hydrique. Donc quand la pluie s'estompe, étant donné que vous avez déjà une petite retenue d'eau bâchée là, on bâche pour limiter l'infiltration de l'eau, d'accord? Donc avec votre motopompe de façon traditionnelle, comme le font un peu les maraîchers au niveau de Grand Popo quand nous passons et autres, ça ne coûte pas cher. Oui, bon, ok, on a abordé ces questions de que faire pour faire face à la situation. Oui, avant qu'on ne continue, oui. Ça c'est on est en train de parler des actions que des individus peuvent développer. Oui. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que au niveau du ministère en charge de l'agriculture, au niveau de l'État de façon globale, on doit mobiliser de financement pour aller vers justement l'adaptation au changement climatique en privilégiant ces options de maîtrise de l'eau dont nous sommes en train de parler. C'est de ça qu'il est question. Ok, mais il n'y a pas que ça, puisque quand le problème est déjà là et que, par exemple, on a perte de récolte ou bien on a, disons, pas suffisamment de récolte, les populations doivent manger. Je me souviens, vers la fin des années 90, 97, 98, comme ça, on recevait encore des vives pommes, de maïs gros grains que personne n'aime manger vraiment, mais que nous étions obligés de manger dans le temps. Alors, c'est ça la situation. Aujourd'hui, nous n'avons plus ce maïs-là sur notre territoire, mais est-ce qu'on est déjà épargné de ça? Non, on n'est pas épargné. En fait, c'est des situations de crise qui peuvent arriver justement si rien n'est fait. Voilà. C'est de ça qu'il est question. On a parlé des inondations de 2010. Oui. Rien ne prouve que l'année prochaine, on n'aura pas pire. C'est ça justement le problème des changements climatiques. Oui, Il se peut que l'année prochaine, on est pire que les inondations de 2010. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper. Il ne faudrait pas attendre que la crise arrive avant d'aider les populations. Il faut aujourd'hui, on a par exemple déjà une mobilisation autour de l'assurance agricole. Bien sûr. Voilà. Donc c'est des options qu'il faut développer. Il faut revoir les pratiques agricoles. Mettre à la disposition des producteurs de nouvelles variétés culturelles mieux adaptées à cycle court. Aller vers la culture de contre-saison là où l'eau existe, etc., etc. Donc il y a beaucoup en fait d'options qu'on peut identifier. Mais le plus important, c'est de pouvoir identifier par rapport aux besoins, d'abord réalité de chaque zone agroécologique vulnérable, et donc ce qu'il faut pour faire face à ces différents risques climatiques identifiés. Est-ce que le plan stratégique de relance du secteur ou bien de la filière agricole prévoit des actions dans ce sens? Vous avez connaissance de ce plan? Oui, je crois qu'entre-temps, le plan a subi des modifications où les changements climatiques ont été intégrés, ont été pris en compte. Nous avons également une certaine revue de l'agenda de la recherche agricole qui a aujourd'hui pris en compte justement les questions relatives au changement climatique. Donc, nous allons marquer une pause encore pour relancer avec les questions de peut-on remédier au changement climatique. Mon deuil est changé en allégresse, et je le bénirai sans cesse. Le crime, la drogue, le business sont des actes qui me blessent. Je veux me tenir et grandir sans frémir devant ces abominations qui sont le diable en action. Je veux m'en aller, changer de lieu, mais ici on trouve pas mieux. Avoir la foi à la fois, jamais perdre sa foi. Il faut que j'arrive, même dans la dérive, même dans la galère. Il faut que je persévère, sans me vénère. C'est pas une parole en l'air, comment faire pour enlever toute cette erreur et corriger tous ces malheurs. Les cris de douleur me font peur, les cris de douleur me font peur. J'ai essayé de me confier à un homme, en voyant mon cas, il m'abandonne. Alors qu'est-ce que je dois faire pour changer d'air?
J'ai tout tenté mais sans aucun succès. Jusqu'au moment où j'ai tourné mes yeux dans la lumière du monde qui est. Je rappelle que nous sommes toujours en direct de la radio Immaculée Conception d'Alada et le débat en cours, c'est la question des changements climatiques avec comme invité M. Saïd Nkponou de l'ONG IDID. Dans quelques minutes, dans une quinzaine de minutes environ, vous pourrez nous appeler au 95 28 52 52 ou au 97 38 37 37 pour intervenir dans le débat et éventuellement poser des questions à notre invité. Alors, Monsieur Saïd Nkponou, peut-on remédier au changement climatique? Qu'est-ce qu'on doit faire pour y remédier? Oui, je crois que remédier, le mot me gêne un peu. Donc, je dois dire d'abord une chose. Les changements climatiques, c'est un fait qu'on constate aujourd'hui. Et les causes, on ne l'a pas parlé, c'est les gaz à effet de serre. En fait, c'est les gaz qu'on émet et qui entraînent en fait ce réchauffement. Donc, quand on parle de remédier au changement climatique, nous avons deux voies, deux méthodes pour lutter contre les changements climatiques. Nous avons l'atténuation et nous avons l'adaptation. En fait, quand on parle d'atténuation, c'est que nous avons pris conscience du fait que les gaz à effet de serre réchauffent la Terre. Donc, il faut tout faire pour émettre moins de gaz à effet de serre. Donc, tout ce que nous pouvons faire, comme par exemple les puits de carbone, d'accord, puisque le principal gaz, c'est le CO2. Donc, comme les puits de carbone et autres, développer des mécanismes de développement propres, sobres en carbone, c'est dans le domaine de l'atténuation. Donc, nous voulons réduire la vitesse à laquelle la température de la Terre est en train de se réchauffer. D'accord? La deuxième méthode, c'est l'adaptation. C'est que nous avons pris conscience du fait qu'effectivement, le climat a changé. Donc, je ne peux pas continuer de faire l'agriculture, l'élevage, la pêche comme je le faisais auparavant. Il faut que je développe de nouvelles méthodes. Il faut que j'ajuste mes anciennes méthodes aux nouvelles contraintes que le climat m'impose. Et là, par rapport au Bénin, nous sommes beaucoup plus dans l'adaptation, puisque nous subissons. C'est vrai que nous émettons très peu de gaz à effet de serre. Nous ne sommes pas un pays émetteur, selon ce qui est fixé par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et donc, notre priorité, c'est d'amener nos populations vulnérables à s'adapter, à revoir, en fait, à ajuster leurs méthodes. Alors, qu'est-ce que vous proposez en termes d'adaptation? Qu'est-ce que vous proposez? Oui, j'ai l'habitude de le dire. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se le cache. La toute première chose, c'est qu'on prenne conscience des changements climatiques et qu'on puisse les intégrer dans toutes nos activités. Je vais vous donner un exemple simple. Oui. Je développe un projet, d'accord? Un projet de promotion de l'agriculture qui vise simplement à augmenter les rendements à travers, par exemple, les options GIF, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je ne prévois pas dedans la dimension climat. Mais mon projet peut être à mi-parcours, même au début, et une inondation va survenir dans les zones où je développe. Ça veut dire que tous les champs de démonstration que j'aurais eu à mettre en place sont perdus. Oui. Donc aujourd'hui, n'importe quel projet à développer, que ce soit agriculture, que ce soit domaine de l'environnement de façon globale, érosion côtière, que ce soit même la construction de nos cases, de nos routes, la manière dont nous faisons même nos plafonds. Vous avez vu nos bétons. Vous avez vu, les gens disent, il y a 5 ans seulement que j'ai coulé ma dalle, elle coule déjà. Alors qu'avant, ce n'était pas ça. Donc nous devons revoir toutes nos manières de faire et intégrer, prendre en compte la dimension changement climatique. Et cela doit passer au Bénin par les documents de politique. Au niveau sectoriel, puisque je dis, ce n'est pas seulement l'agriculture, donc au niveau sectoriel, quel que soit le secteur considéré, nous devons, dans nos documents de politique, dans nos documents de planification, dans nos documents de développement, intégrer la dimension adaptation au changement climatique. Donc, identifier les besoins réels en termes d'adaptation des communautés vulnérables et les intégrer.
On peut dire que le ministère de l'Agriculture est au pas dans ce cas. Ce qui est Avec sûr, le PRSS, tu veux dire. ce qui est sûr, les choses ont commencé. Mhm. Mais on s'attend à avoir une mobilisation plus grande et des actions beaucoup plus concrètes. C'est vrai, on va venir après, il y a des projets qui sont en cours. Mais ce qu'on aimerait, c'est que l'État aujourd'hui vraiment comprenne que les changements climatiques risquent de compromettre toutes ces actions, toutes ces bonnes actions développées au profit du monde agricole si cette dimension-là n'est vraiment pas prise en compte de façon experte. Il ne s'agit pas d'introduire, de mettre seulement changement climatique dans les dossiers, dans les documents, mais d'aller vraiment vers les communautés et de recueillir leurs besoins réels en termes d'adaptation et de reformuler donc, bien entendu, des projets concrets pour les amener à réduire leur vulnérabilité. Ok. Revenons encore à la maîtrise de l'eau, qui est une des solutions, des approches de solutions Tout à fait. à la maîtrise de l'eau, pour dire que les investissements pour sont extrêmement lourds et ce n'est pas à la portée de tous les producteurs. Et puis, on a dit tout à l'heure, les petits producteurs. Mais quand même, quelque part, il faut un investissement qu'ils n'ont déjà pas. Et l'accès au crédit, vous savez ce que c'est? C'est de ça qu'il est question. La dernière fois, je suivais, il y a eu aménagement des périmètres rizicoles au Oui. profit des producteurs. Mhm. Mais ça, c'est un projet, non? Bien sûr. Donc, c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que nous devons aujourd'hui aller vers des projets communautaires, d'accord, qui sont intégrés. Il ne s'agit pas seulement de faire ci ou ça. C'est pour ça que je parlais de besoins des communautés. Vous avez parlé de l'accès au crédit Oui. agricole, Bien sûr. qui Problème. continue toujours de poser problème depuis des années. Mhm. Ça ne devrait plus être le cas en réalité. C'est ça. Mais est-ce qu'on peut ramener la question à la commune, à la dimension commune, et voir qu'est-ce que le maire et son conseil et autres peuvent faire pour l'agriculteur qui est disons, sur leur territoire et qui produit pour eux? Oui, bon, moi j'ai l'habitude de Oui, dire c'est que pas- j'espère que à la prochaine, comment on appelle, Mandature des maires, on aura vraiment la décentralisation. Ça veut dire Parce qu'on ne l'a pas encore. qu'aujourd'hui, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ok. Mais ce que je dis, on aura vraiment. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde attend l'État central. Mais moi-même en parlant, je parlais de l'État central. Ah. Mais dans un processus de décentralisation, ça ne devrait plus être le cas. Ok, voilà. C'est vrai que l'État a sa partition à jouer, c'est clair. Mais il faut commencer, j'ai parlé des politiques et autres, des documents sectoriels. Il faut commencer par introduire la dimension changement climatique dans les PDC. Mhm. Et aujourd'hui, quand vous évaluez la mise en œuvre de nos PDC, bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Vous voyez un peu? Donc, il faut qu'au niveau local, effectivement, qu'on se mobilise pour apporter des solutions concrètes. Ça, on a parlé jusque-là de l'adaptation, mais on n'a pas mis en exergue tout ce qui est anticipation phénomène extrême climatique. Regardez au niveau local, dans une commune. Je suis maire. Les élus locaux, de façon globale, les conseillers et autres, je sais que chaque année, 5 villages de tel arrondissement sont inondés. Je ne fais rien. J'attends. L'inondation survient. Je viens à la radio ou j'appelle la télé. Ils filment tout et je crie au secours. C'est inadmissible. Il faut qu'on commence par prendre nos responsabilités. Donc l'anticipation doit être de mise et non la gestion des crises. C'est de ça. C'est pour ça que j'aime bien quand vous parlez de remédier. On peut bien faire des actions pour y faire face. Nous savons que l'inondation provient de la crue de tel fleuve. Mobilisons des experts, mobilisons des ressources pour construire par exemple une digue afin de limiter l'impact de cette inondation-là. Donc, son emprise sur la terre ferme sera moindre. Et développons un système d'alerte précoce pour informer les populations que d'ici 3 jours, attention, il y aura inondation. Donc, les gens vont commencer par se mobiliser pour sauver ce qui est sauvable quand l'inondation va survenir.
Il y a une autre forme d'adaptation, c'est de voir les variétés, adopter des variétés qui correspondent, dont les cycles correspondent les variétés à cycle court. À cycle court. Oui. Alors, expliquez-nous un peu comment ça peut se passer. Alors. Oui, en fait, ce qu'on observe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un raccourcissement de la période de pluie. D'accord? Et donc, on ne peut plus faire du maïs de 100 jours. Aujourd'hui, les variétés qui sont disponibles, que le projet PANA 1, c'est un projet on va en parler qui est en train de diffuser au niveau des producteurs et autres, et que nous-mêmes, nous avons eu à faire entre-temps, c'est la variété de 115 jours. C'est de ça qu'il est question. Donc, en peu de temps, ça permet aux producteurs de faire rapidement de la récolte, et donc d'éviter les périodes de sécheresse et d'anticiper sur des inondations. Ça n'agit pas sur les rendements? Le cycle n'agit pas sur les rendements? Non, pas du tout, puisqu'il y a des recherches qui sont faites et qui ont permis d'avoir des variétés qui sont plus performantes, justement. Performantes, oui, c'est moins de jours en termes de cycle et des rendements plus élevés. Ok. Oui. Bon, et disons, si nous prenons tout ça avec les effets attendus, enfin, le cycle avec les effets attendus, on peut dire que on peut prévoir les manifestations des changements climatiques. C'est ce que vous voulez dire, non? Oui, on peut prévoir la venue oui, des phénomènes extrêmes climatiques, comme par exemple les inondations, les vents violents. Ce n'est pas des phénomènes au hasard. Il y a des observations satellitaires. Ça veut dire que si on peut prévoir, c'est qu'on peut prendre aussi des dispositions pour faire face. Tout à fait. C'est de ça qu'il est question. Je vais vous donner un exemple. On vous dit dans votre maison que la maison du voisin brûle. Votre maison est en paille. Vous allez faire quoi? Vous pouvez prendre de l'eau pour mouiller votre paille. Votre paille. La toiture en paille. Oui. Vous pouvez, avant que le feu ne vienne, sur votre case, même si le feu est à 3-4 cases plus loin, déjà mouiller votre toiture. Quand il y a quelques années, il y a le typhon, Symphonia ou bien je ne sais plus quel nom les Américains donnent à leur... Katrina et autres. Oui, mais il y a eu des déplacements des populations. Tout à fait, c'est de ça qu'il est question. Donc imaginez que cette Katrina-là venait surprendre les populations. Ah oui, le bilan qu'on a eu, ce ne serait pas ça. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc ça veut dire qu'on peut informer. Alors nous allons parler de l'information tout à l'heure dans la 4e partie de cette émission, donc la pause. Au fond de moi-même se fanent les couleurs. Ton regard et je t'aime, alors chante une fleur. On change nos regards et la vie jaillira. Change nos regards, le monde fleurira. Change nos regards et la vie jaillira. Change nos regards, le monde fleurira. Apprendre à désapprendre. Nous sommes en direct de la radio Immaculée Conception à Dalada et le débat en cours, c'est la question des changements climatiques avec comme invité M. Saïd Nkono de l'ONG IDID. Dans une petite minute, nous allons ouvrir l'antenne au public et vous pourrez nous appeler au 95 52 52 95 28 52 52 ou au 97 38 37 37 pour intervenir dans le débat et éventuellement poser des questions à notre invité. Alors, nous en étions à la question d'information. La météorologie peut jouer un rôle dans les changements climatiques?
Oui, dans l'atténuation des effets des changements climatiques? Oui, pas dans l'atténuation, mais dans l'adaptation, Adaptation dans pouvoir amener les populations à moins subir les effets néfastes des changements climatiques. D'abord, la météorologie, c'est à plusieurs niveaux. Il y a d'abord la collecte des données. Vous savez que sans données sur le système climatique, on ne peut rien faire aujourd'hui. On est d'accord là-dessus. Oui. Donc, il y a tout ce qui est réseau d'observation climatique aujourd'hui, d'accord, ou météorologique, qu'il faut revoir. Puisque je crois savoir jusqu'à aujourd'hui, est-ce que on le n'a pas pays, le encore territoire, une couverture nationale. C'est de ça. Allez-y. C'est exactement là où je voulais en venir. Ok. Donc, il faut d'abord ça. Nous Première n'avons chose. pas ça. Nous n'avons pas une couverture complète. Vous savez à peu près quel est notre niveau de couverture, à peu près? Je préfère laisser les spécialistes Ils de la en parlent, météorologie d'accord. nationale. D'accord. Ouais. Puisque, entre-temps, à un moment donné, je crois que c'était au niveau de la SECNA, le service climatologie de la SECNA, qu'on se référait pour tout ce qui est données météorologiques au Bénin. Mais depuis 2013, Oui, il y a nous la avons la Direction nationale de la météorologie oui. qui a été effectivement mise en place. Voilà. Mais on n'entend pas encore parler. Hein, Bon, j'espère que ça va venir. ça va venir. Oui, Ok. parce qu'on a besoin des données. Sans données, vous avez beau avoir des modèles de prévision climatique, vous ne pouvez rien faire. Et les données, c'est sur plusieurs années. Ah bon. Oui, pour prévoir le climat qui va faire demain, il faut avoir des données. Des données. Ça, c'est les données au niveau local. Il y a également les données satellitaires. Ah oui. Oui, il y a les données satellitaires qui permettent d'observer que, attention, il y a tel typhon, d'accord, il y a tel vent, tel mousson, etc., qui arrive, qui va passer sur telle côte ou telle région du Bénin, et ça aura pour conséquence peut-être une averse plus forte, un vent violent, une tornade, etc. D'ici 6 heures de temps, d'ici 48 heures, d'ici 72 heures. Donc ça permet aux spécialistes au niveau local d'intégrer ces données satellitaires aux données à la base pour dire, ah ok, la population qui sera touchée concerne telle latitude et telle longitude, pardon, donc il faudra les avertir. Donc il faut forcément qu'on ait un système d'alerte précoce qui doit fonctionner en temps réel pour informer les populations de tout ce qui est risque et tout ce qui est alerte aujourd'hui. On devrait normalement plus être surpris dans un pays qui se respecte par une inondation, quelle qu'elle soit. En dehors, bien entendu, des cas qu'on met en griffes spéciaux de mauvaise gestion territoriale, qui n'ont rien à voir justement avec ce dont nous parlons. Parce que, il faut le dire, excusez-moi, si vous barrez la voie à l'eau qui n'arrive plus à s'écouler vers les zones humides, vous êtes d'accord avec moi que tout un quartier, toute une zone sera inondée. Absolument. Ça n'a rien à voir avec le changement climatique. Mais toutes les manifestations qui proviennent des changements climatiques peuvent s'anticiper aujourd'hui si nous avons effectivement la météorologie qui est efficace et qui joue son rôle aussi bien au niveau de la collecte de données, de leur traitement et justement de la diffusion de ces alertes-là aux producteurs. Justement, pour parler de cela, quand on regarde ce qui se passe ailleurs ou à côté de chez nous ou bien ailleurs, le Français, quand il veut sortir, c'est quelle tenue il doit porter parce qu'il fait froid ou bien il fait chaud. La télévision, nous captons les télévisions extérieures et chaque fois les données météo sont soit affichées ou bien données directement par des gens. Pourquoi aujourd'hui au Bénin, nous ne pouvons pas savoir quelle température il fait chez nous, enfin dans notre localité, là où nous vivons, quoi? Non, je crois qu'aujourd'hui, on le fait. Il y a je crois au niveau de l'ERTB et autres, tout ça. Mais ça, c'est juste pour donner le temps qu'il va faire sur 24 heures. Vous comprenez? Mais ce dont nous parlons est beaucoup plus pointu et plus technique. C'est-à-dire quoi? Vous devez prévoir tout ce qui est risque climatique qui a une occurrence élevée. Les inondations, les vents violents, les tornades, les averses fortes ne devraient plus surprendre les populations. C'est de ça qu'il est question. Mais ce dont vous parlez, c'est la météorologie ordinaire où on vous dit, Tchoumi fera
plus 2 degrés en plus, il fera 28 degrés à l'ombre. Mais on nous dit à aussi Cotonou s'il et va autres, pleuvoir. tout ça. On peut nous dire aussi s'il va pleuvoir Oui. dans la journée ou bien le lendemain pour que nous puissions prendre les dispositions. Si j'ai des semis à faire et que bon, on m'annonce que demain il va pleuvoir, alors je prends les dispositions pour aller au champ. Tout à fait, mais il faut aller par rapport au semis, aller vers la prévision saisonnière. Il ne s'agit pas de dire seulement qu'il va pleuvoir, mais il s'agit sur une période de dire, ok, la saison pluvieuse cette année va effectivement se mettre en place à partir de telle date. Parce que nous avons là le des problème. fausses pluies. Oui. Les pluies tombent, les premiers non avertis se précipitent, sèment, et puis les pluies s'arrêtent et ne redémarrent qu'un mois plus tard. Donc ça pose un problème de ressemis, donc de gaspillage de semences et donc d'investissement au niveau du producteur. Donc ça, c'est des prévisions saisonnières qu'il faut pour informer en temps réel, notamment sur le démarrage des pluies, mais également sur leur répartition probable dans le temps. Chers amis auditeurs, le moment est venu. Vous pouvez intervenir directement sur l'émission en nous appelant au 95 28 52 52 ou au 97 38 37 37. Pendant ce temps, nous allons continuer notre débat. Nous recevrons les invités, les auditeurs au moment venu. Alors, nous avons parlé de l'information. Alors, quels sont les programmes, les projets qui sont, disons, déjà actifs sur les changements, la question des changements climatiques? Il y a un auditeur en ligne. Il est parti? Ok, on va continuer notre débat. Alors, quels sont les projets, programmes qui sont déjà actifs dans le domaine des changements climatiques? Déjà, par rapport aux informations climatiques, je dois vous dire que de 2000... Nous avons un auditeur, excusez-nous. Allô, Auditeur bonsoir. en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, posez votre question. Présentez-vous et posez votre question, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Présentez-vous d'abord. On m'appelle Nomavo Vincent. Vincent. Ok. Oui, j'appelle depuis Lokosa. Mhm. Allez-y, posez votre question. Voilà, Parlez. l'auditeur parlait de... L'invité, plutôt. L'invité a parlé de gaz à effet de serre. Oui, oui. Nous avons notre niveau d'études, c'est le primaire, c'est le CAP. Mhm. C'est le CEP du moins. Mhm. Maintenant, nous ne savons pas si... ce que ça veut dire. Ok, Ça veut dire à d'accord. gaz à effet de serre. Oui, Comment ça se produit. d'accord, d'accord. Oui. C'est tout? Allez-y, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Donc, on va continuer. Donc, après, on va revenir sur les questions. Il a parlé de gaz à effet de serre. Donc, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, nous parlions des projets et programmes qui interviennent déjà dans les changements climatiques. Oui, comme je le disais tout à l'heure, depuis en fait 2006, nous avons développé un système d'alerte précoce, un système d'information agrométéorologique, pas d'alerte précoce, d'information agrométéorologique, en faveur des agriculteurs. Donc, il était question de faire des prévisions saisonnières. On émettait des bulletins, d'accord, et on diffusait par l'entremise des radios communautaires, des radios locales, pour informer sur la répartition probable de la pluie et surtout pour donner des conseils agricoles. Ce qu'il faut faire par rapport à tel risque annoncé par la météorologie. Oui. Voilà. Et après cela, il y a un certain nombre de projets. Aujourd'hui, nous avons le projet PANA 1, que beaucoup ont entendu parler, qui a été financé par le PNUD et mis en œuvre par le ministère au ministère de l'Environnement, et qui s'occupe un peu de renforcer les capacités, d'accord, des agriculteurs pour faire face aux changements climatiques dans les 4 zones agroécologiques les plus vulnérables. Voilà. Donc j'ai parlé tout à l'heure de semences adaptées que le projet met en place. Nous avons également le renforcement du système de collecte des informations météorologiques. Donc c'est un projet qui est actif. Nous avons le tout dernier projet qui vient de démarrer, toujours dans le projet du PNUD, le projet SAP, système d'alerte précoce, donc qui vise justement à informer les populations en temps réel. D'abord à mettre en place un système d'information à double sens. On collecte les informations, donc il y a des stations qui sont installées
pour envoyer automatiquement les informations collectées au niveau d'un serveur et autres. Et donc, une fois que les informations sont traitées et qu'il y a des alertes, on diffuse au niveau des populations. Donc, ça intègre non seulement les données météorologiques, mais il y a également les données hydrologiques qui sont prises en compte. Ça veut dire que les radios vont prendre le relais et presque toute la population sera informée. Voilà, en temps réel, s'il y a risque d'inondation, risque de vent violent et autres. Okay, et nous, au niveau de IDID ONG, nous venons de finir par exemple le projet dénommé Précab, qui s'est concentré sur tout ce qui est options concrètes d'adaptation pour faire face aux risques climatiques dans le secteur agricole au niveau local. Donc nous avons des producteurs pilotes, d'accord, et nous sommes passés déjà à la phase de vulgarisation. Et actuellement, le projet que nous sommes en train de mettre en cours, c'est le projet dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, qui vise l'irrigation au niveau de Savalou et au niveau de Aplahoué. Et nous avons également renforcé les capacités des élus pour l'intégration justement de la dimension changement climatique dans tout ce qui est planification au niveau local. Et je dois dire que ces actions aujourd'hui ne sont pas suffisantes. C'est vrai que beaucoup de choses sont faites, sont en train également d'être faites, mais nous aimerions que tous les acteurs aujourd'hui comprennent que quel que soit le secteur dans lequel ils sont, ils doivent prendre conscience d'intégrer les changements climatiques et vraiment renforcer les capacités locales les capacités des communautés locales qui sont les plus vulnérables. Oui, avant de revenir sur la question de l'auditeur qui a posé une question tout à l'heure, je voudrais demander, puisque vous êtes de l'ONG IDID et l'ONG ODID, tel que vous l'avez expliqué tout à l'heure, est active dans le domaine, dans un certain nombre d'actions dans le domaine. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ou bien et donner des éléments pour que l'auditeur qui nous écoute puisse, si au besoin même, vous contacter pour en savoir plus? Oui, déjà, nous avons fait une expérience d'actualisation du calendrier agricole. Déjà, donc nous avons des calendriers agricoles qui ont été diffusés à un moment donné. J'ai parlé tout à l'heure des options concrètes d'adaptation. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Il y a les variétés culturelles également. Et quand vous voyez aujourd'hui au niveau d'une exploitation agricole, nous sommes allés jusqu'à prendre en compte la dimension climat. C'est-à-dire quoi? Nous amenons le producteur à identifier les différents risques climatiques qui ont cours sur son exploitation agricole. Puisque l'exploitation est située dans une zone donnée, on est d'accord, dans le village, et le village fait partie d'une zone agroécologique par rapport à sa vulnérabilité. Et donc, s'il subit des inondations, s'il subit des vents violents, il arrive à déterminer les périodes auxquelles ces vents-là viennent. Et au lieu de faire, par exemple, du maïs, parce qu'à chaque année qu'il fait du maïs, c'est un vent violent qui vient causer la verse des cultures, on lui préconise carrément une autre culture. Ou bien, alors, il installe des brise-vents, donc des arbres tout autour de son champ, pour limiter les dégâts de ces vents violents. Donc, il y a beaucoup d'actions qui sont développées. Et je dois dire que nous sommes inscrits surtout au niveau local auprès du producteur pauvre. Parce que c'est de ça, justement, qu'il est question. Amener le producteur lui-même à prendre conscience et à développer des actions qui ne nécessitent pas forcément un investissement lourd. Et pour vous contacter, c'est comment? Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Parce que les auditeurs sont intéressés de savoir comment est-ce qu'ils peuvent se mettre en contact avec vous. Vous n'êtes pas sur tous les territoires. Non, dites-le. Vous pouvez le dire. Oui, c'est vrai que nous travaillons beaucoup plus dans les zones agroécologiques les plus vulnérables, mais notre siège, nous couvrons tout le territoire, sans exception, oui. Notre siège est situé à Porto Novo. Nous sommes joignables au 20 22 07 08 ou le 20 00 14 17. Ok. C'est bon? Ou bien vous avez d'autres? Oui, nous avons un site internet sur lequel beaucoup peuvent avoir assez d'informations. Donc c'est plus facile. C'est plus facile, oui. C'est www.ididongcollé.org. IDID-ONG en un mot. Collé.org. Oui. Alors, est-ce qu'on ne sent pas, ou bien je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une synergie d'action entre tous les projets que vous avez cités tout à l'heure
Est-ce qu'il y a une synergie d'action entre ces projets-là pour agir sur le terrain? Oui, il y a des synergies qui existent. Par exemple, par rapport aux actions que nous avons menées avant le projet PANA et ce que le projet PANA est en train de faire actuellement. Oui. Également le projet SAP et autres. Mais il faut juste noter que la synergie n'est pas encore très forte. C'est juste, la synergie qu'on observe aujourd'hui, c'est juste en termes de contribution, d'accord, des différents projets pour faire face justement aux besoins exprimés par les communautés à la base. Ok. Voilà. Mais on ne peut pas dire que les synergies n'existent. La synergie n'existe pas du tout. Par exemple, sur le projet SAP qui vient de démarrer, puisque c'est pour l'information essentiellement, si lui il collecte les données de différents projets, il peut aussi les diffuser pour que on sente au moins cette synergie. Exactement, tout à fait. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que quand vous parlez de synergie, en fait, c'est un défi qu'il faut qu'on relève parce que les changements climatiques ne doivent plus être traités en claustration. Ça ne doit plus être l'apanage d'un projet, d'un ministère même ou d'une institution. Non. C'est tout le monde qui doit mettre la main à la pâte. Et même si c'est un projet de tel ministère, il doit collaborer avec tous les acteurs intervenants dans le secteur. Parce que la finalité, justement, c'est d'amener les communautés locales à être moins vulnérables. Okay. C'est de ça qu'il est question. Donc, tous les acteurs qui peuvent y contribuer, normalement, devraient être les bienvenus et donc mettre la main à la pâte ensemble. Ok, mais nous avons eu l'auditeur Vincent Locosa, et on n'a pas d'autres auditeurs. Donc, on a eu en ligne Monsieur Vincent Locosa qui nous a dit que qu'il a entendu parler de gaz à effet de serre, que lui il n'a que le niveau CEP, que donc il ne comprend pas de quoi il s'agit. Si vous pouvez expliquer encore un tout petit peu pour l'auditeur qui a posé sa question. Je vais le dire terre à terre. Voilà. En fait, le système climatique est conçu de telle sorte que au niveau d'une couche supérieure, d'accord, à l'atmosphère, il existe des gaz qui ont pour effet, en fait, on les appelle gaz à effet de serre, justement parce qu'ils ont pour effet de piéger une partie du réchauffement solaire et donc de ramener ça au niveau de la Terre. Ce qui signifie que sans, en fait, cette couche concentrée en gaz à effet de serre, la température de la Terre sera très très froide, jusqu'à moins 15 degrés. Vous voyez? Or, actuellement, on est à plus 15 degrés C en termes de température globale, grâce à ces gaz à effet de serre-là. Et donc, le principal gaz, comme je le disais, c'est le CO2, que tout le monde connaît, dioxyde de carbone, que tout le monde émet. Et la seule espèce consommatrice de CO2, tout le monde la connaît, c'est l'arbre. Donc, vous voyez un peu l'effet que ces gaz-là jouent. Aujourd'hui, ces gaz-là sont plus concentrés. C'est-à-dire depuis la révolution industrielle des années 1800, d'accord, ce boom-là, il y a eu beaucoup plus de CO2 qui ont été émis dans l'atmosphère. Donc, ces CO2-là, ces molécules-là, sont piégées là, et réchauffent beaucoup plus, puisque leur rôle, c'est de réchauffer la Terre. Étant donné qu'ils sont en concentration plus élevée, vous êtes d'accord avec moi que le corollaire direct, c'est que leur effet réchauffant sera beaucoup plus fort. Et donc, la température de la Terre sera plus élevée. C'est tout simplement de ça qu'il est question. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ce qu'on peut faire pour limiter les changements climatiques, le réchauffement terrestre, c'est d'émettre moins de ces gaz-là. Donc nous avons les gaz d'ordre naturel, comme le CO2 et autres, mais nous avons des gaz d'ordre anthropique, les combinaisons d'hexachlorure, de soufre et autres, tout ça, qui sont émis en fait par les entreprises et autres, et qui ont un pouvoir réchauffant beaucoup plus élevé que le CO2. Donc c'est pour ça justement que le problème a vraiment commencé depuis la révolution industrielle, où on a constaté que cette émission abondante de CO2, parce qu'il fallait développer des entreprises, des industries à droite et à gauche, cette émission abondante de CO2 a entraîné un réchauffement plus accentué de la Terre et qui continue, puisque une molécule de CO2, donc qui est appelée gaz à effet de serre, quand elle est au niveau de la couche réchauffante, elle est active pendant 100 ans au moins.
avant de se désagréger. Donc cela suppose que même si on est dans un scénario, d'accord, absurde, où on ne met plus du tout de CO2, les molécules qui étaient déjà émises vont continuer d'agir. Mais heureusement que vous aviez dit tout à l'heure que le réchauffement de la Terre concerne plus les pays développés. En quoi nous sommes concernés, nous, là, en Afrique? Non, c'est-à-dire que Nous les pays de gaz. développés sont responsables Voilà. par rapport à cette émission abondante depuis la révolution industrielle. Ok. Combien d'entreprises nous avons? Nous n'en avons Et pas par presque. rapport au seuil fixé dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Bénin n'est pas un pays émetteur. Voilà. Mais le climat, il est le même. Que ce soit Tchoumi à Porto Novo, à Alada, ici, c'est le même système global, avec justement des manifestations différées. Mais c'est le même système global. C'est peut-être ça qu'on ne perçoit pas. Et on dit, le climat n'a pas de frontières. C'est comme Donc ce que vous émettez aux États-Unis va agir d'une manière ou d'une autre sur Alada. Cela veut dire que si on compare terre à terre, c'est celui qui fume à côté du non-fumeur. Exactement. C'est exactement de ça qu'il est question. Parce que c'est le même système. Regardez, on parle de fonte des glaciers tout à l'heure. Fonte de la neige, bon, pour être terre à terre. Oui. Puisque j'ai dit que la réserve, la plus grande réserve de l'eau de la Terre, c'est conservée sous forme de glacier. Cette fonte-là, d'accord? Donc cette eau se déverse dans les mers, dans les océans. Mais c'est ça qui cause à Cotonou l'accentuation. En partie, ce n'est pas le seul facteur, mais qui cause l'un des facteurs, l'accentuation de l'érosion côtière. Or, on est à 1000 lieues de là où le phénomène se produit. Donc c'est le même système. Donc le climat n'a pas de frontières. Bon, nous allons aborder la dernière question, la dernière ligne droite de ce débat, mais avant ça, nous allons marquer une pause et rappeler aux auditeurs qu'ils sont toujours attendus. L'antenne est toujours ouverte, donc s'il y a des questions, nous sommes toujours preneurs. Eh bien, nous allons aborder la dernière question de ce débat, tout en rappelant aux auditeurs qu'ils sont toujours attendus. Ils peuvent toujours nous appeler, nous joindre au 95 28 52 52 ou au 97 38 37 37. Monsieur Saïd, qu'est-ce qu'on peut attendre des autorités à divers niveaux? Parce que on constate changement climatique. Ce n'est pas quelque chose à la portée des petites gens, des agriculteurs. Oui. Qu'est-ce que peut être la contribution de l'État? Oui, je vous remercie. En fait, c'est de ça justement qu'il est question. Changement climatique, ce n'est pas à la portée de tous les acteurs. Alors que les effets sont sentis par tous les acteurs. C'est ça. Donc, il faut faire l'effort de ramener le débat à un débat beaucoup plus bas. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire depuis des années au sein de l'ONG IDID, pour que tout le monde comprenne. Au niveau des élus, au niveau des cadres et autres, il faut aujourd'hui déjà à leur niveau qu'ils comprennent qu'ils doivent nécessairement, quel que soit leur secteur d'activité, que ce soit dans l'agriculture, dans l'eau, dans le transport, dans l'environnement,
dans l'industrie, etc., ils doivent prendre en compte la dimension climat dans leurs activités pour ne pas être surpris. Quand je parle spécifiquement des élus locaux et de tous ceux qui font les politiques, les planifications, nous devons aujourd'hui aller vers une politique globale du Bénin par rapport au changement climatique. Et je crois que au niveau du ministère de l'Environnement, c'est en cours dans le cadre justement de la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et par rapport également, vous savez qu'il y a maintenant une nouvelle direction, la Direction générale des changements climatiques. Oui. Voilà. Donc le Bénin est en train de préparer le plan national, son plan national pour l'adaptation au changement climatique, son programme national. Donc, au niveau national, au niveau décentralisé et au niveau local, c'est surtout là où le problème se pose, puisque c'est là où les effets se font sentir. Donc nos élus doivent aller vers les populations, prendre en compte leurs besoins et formuler des projets concrets pour les amener à réduire leur vulnérabilité. Ça, c'est ce qu'on peut attendre d'eux. La deuxième chose, justement, c'est de voir dans quelle mesure aujourd'hui, puisque les changements climatiques n'ont pas de frontières, donc passer outre la gestion communale, donc aller vers l'intercommunalité. Ça a commencé dans certaines zones. Je prends par exemple une ressource en eau. Elle est commune à plusieurs communes. D'accord ? Donc il faudra que ces communes-là se mettent ensemble pour y faire face. Je prends la survenue d'une inondation n'est pas le simple... Une commune ne peut pas gérer toute seule une inondation parce que quand elle vient, elle passe par d'autres communes. Et ces communes-là peuvent déjà les alerter. Regardez, on dit l'eau qui inonde la vallée de l'Ouémé provient du nord. Donc il faut vraiment une synergie d'action au niveau de nos élus. Nous avons la troisième chose qui est très importante, également non négligeable, c'est qu'il faut aujourd'hui voir, puisqu'on ne peut pas tout faire. C'est clair, oui. Au niveau local, on ne peut pas tout faire. Le projet PANA 1, par exemple, c'est la première option prioritaire qui a été identifiée par rapport au diagnostic fait en 2007-2008, d'accord, par rapport aux 4 zones agroécologiques les plus vulnérables. Nous avons 5 options prioritaires. Donc le PANA 1, c'est la première option prioritaire. Donc au niveau local aussi, il faut hiérarchiser en fonction des besoins. Et c'est le problème qu'on rencontre. On veut tout embrasser et finalement, on n'a pas d'effet réel. Donc il faudra vraiment prendre en compte tout ce qui est prioritaire. L'une des choses prioritaires, par exemple, que certaines communes ont commencé à entendre, c'est le développement, l'élaboration des plans de contingence. Les plans de contingence ne sont rien d'autre, en fait, qu'un plan pour gérer avant, pendant et après une situation, tout simplement. Encore qu'il faudrait que les PDC prennent déjà en compte tous ces aspects, surtout l'aspect agricole, bien entendu, qui n'est déjà pas vraiment pris en compte, et à plus forte raison, les effets qui ne sont pas prévisibles. Donc, c'est un problème en réalité. Oui, et je voudrais rebondir là-dessus. Justement, c'est ce qui me désole en tant qu'ingénieur agronome. Quand vous prenez aujourd'hui les PDC, vous avez l'environnement qui est pris en compte de façon transversale. C'est vrai, c'est une bonne chose. Mais la commune valorise quoi par rapport à son agriculture? Très peu de communes aujourd'hui, même les communes agricoles, ça je sais de quoi je parle, regardez un peu dans les PDC. L'environnement est bien pris en compte. Si vous parlez de même les communes agricoles, quelle commune au Bénin n'est pas agricole? Bon, le littoral n'est pas agricole. Le maraîchage, maraîchage, sa vocation, je crois qu'eux, ils peuvent avoir d'autres priorités, comme la gestion des industries et tout ça. Mais la majorité, effectivement, comme vous le dites, est agricole. Mais on observe justement cette désolation où les gens ne prennent pas en compte les politiques. D'accord? Bon, pas les politiques au niveau local, mais les actions concrètes pour promouvoir le secteur agricole au niveau communal. Oui, nous sommes en train d'égrener les dernières minutes de ce débat. Parlons maintenant de la météo, de la Direction nationale de la météorologie, puisque l'information est capitale dans les actions. Et puisque nous parlons de la contribution des autorités au niveau national,
la Direction nationale de la météorologie a un rôle à jouer dans l'information, dans la prévoyance. Parlez-nous-en avant pour qu'on clôture le débat sur cette lancée. Oui, vous voyez, le projet SAP, par exemple, c'est un projet de 3 ans. Voilà. Un projet a une durée de vie. On est d'accord. Or, quand je parle de la Direction nationale de la météorologie, en réalité, c'est vrai que tout ce qui va être fait va être reversé à la direction ou d'autres institutions. Mais normalement, dans un pays, la Direction nationale de la météorologie devait être outillée pour faire face justement à tout ce qui est système d'information climatique aujourd'hui. Donc, la collecte des informations et la diffusion de tout ce qui est alerte précoce en temps réel. Donc, le système de diffusion doit être d'envergure nationale, avec bien entendu des priorités pour les zones à sinistre élevé, à potentiellement élevé. Donc c'est de ça qu'il est question. Effectivement, dans ce dont nous sommes en train de parler depuis un certain temps, il faut que la Direction nationale de la météorologie prenne ses responsabilités pour qu'on ait un système d'alerte précoce à court, moyen et long terme. Est-ce que cette au-delà des projets. Est-ce que cette direction est outillée? Bon, je crois que le projet SAP justement prévoit outiller, voilà, la Direction nationale de la météorologie et d'autres dîners. Oui, okay. tout à fait. C'est de ça que je parlais, que c'est vrai que les acquis seront reversés à la direction. Mais pour moi, à mon sens, un système d'alerte précoce doit être une nécessité nationale. Il ne faudrait pas que ce soit un projet financier qui vienne faire ça. Ça doit être le ministère. Voilà. C'est un problème de souveraineté nationale. Quand une inondation survient dans une zone, à Malanville par exemple, à Malanville par exemple, mais les ministres se déplacent, même le chef de l'État se déplace pour aller là-bas. Donc c'est une question sensible. Bien sûr. Mais pourquoi on ne fait pas grande chose pour anticiper sur cette inondation-là? C'est des vivres qu'on apporte aux populations. Hein. Ce n'est pas, c'est vrai, ça permet. Est-ce que les vivres permettent de. Non, c'est pas non. C'est une gestion par crise que nous faisons quand on attend et on moustiquaire, vivre. Voilà, c'est une gestion par médicament. C'est une gestion par crise. Il faut anticiper. On a mobilisé un certain nombre de milliards pour faire face à ces inondations en 2010. Mais c'est fini, non? On a eu une inondation en 2011, en 2012, en 2013. Personne n'en a parlé parce que l'ampleur n'est plus la même. Mais quand, au lieu de 55 communes ou 50 communes, on va passer à 60 communes, on va commencer encore à crier. Alors qu'il faut développer un système d'alerte précoce qui intègre la diffusion de ces informations au niveau national. C'est une question de souveraineté nationale, comme vous l'avez si bien dit. Chers amis auditeurs, nous sommes au terme de cette émission. Nous sommes au terme de cette émission. Toutes nos excuses pour l'absence de résumé en fond. En votre nom, je remercie très sincèrement M. Saïd Humponou et tous les membres de l'ONG IDID. Sincère merci à vous tous qui êtes intervenus en direct et sur Facebook. Prenez déjà le rendez-vous du mois de juillet, 26 juillet précisément, pour un autre thème, un autre invité, la même heure et la même fréquence. Ave Maria.